Enfants de l'Histoire présente l'épisode 2 de Louis XIV, La chance d'un roi ambitieux, 72 ans de règne, le plus long d'Europe. Commençons par un récapitulatif rapide de l'épisode 1 de cette série palpitante sur Louis XIV. Alors, avec l'épisode 1, nous avons d'abord présenté donc rapidement le personnage de Louis XIV, essentiellement en le positionnant dans sa lignée royale, et en introduisant son père, Louis XIII, sa mère, Anne d'Autriche, et un autre personnage essentiel, le cardinal de Mazarin. Et puis, nous avons tout juste commencé la chronologie, qui est l'objectif de cette série, et on a placé l'alpha et l'oméga de la vie de Louis XIV, c'est-à-dire sa naissance et son décès. Alors, étant né le 5 septembre 1638 et décédé le 1er septembre 1715, il a vécu presque 77 ans. Donc, maintenant, avec cette vidéo que tu regardes là, on va continuer la chronologie en passant aux étapes de son accession au pouvoir. En premier lieu, son accession au trône le 14 mai 1643. Il a presque 5 ans. Il accède au trône, tout simplement parce que son père, Louis XIII, vient de décéder. On le voit ici portant cette jolie robe dorée, avec sa mère Anne d'Autriche, qui va être régente pendant sa minorité. C'est-à-dire qu'elle va le représenter quand il est petit, et là il n'est pas vraiment en âge de gouverner, donc elle va le représenter et prendre les décisions pour lui. Et elle va gouverner avec Mazarin, qui continue à être Premier ministre. L'autre petit garçon, avec la robe blanche, c'est son frère cadet, Philippe, duc d'Anjou. Et alors que Louis est encore un enfant, comme on le voit bien ici, il va y avoir un épisode fondamental pour lui, pour sa formation politique et sa conception du pouvoir plus tard. Il s'agit de la Fronde, qui s'étend de 1648 à 1653. Alors, qu'est-ce que la Fronde ? C'est quand même un épisode assez complexe, mais en gros, c'est une révolte de plusieurs groupes de la population, et c'est justement cet aspect composite, patchwork, de cette révolte, qui fera qu'elle finira par échouer. Le fer de lance de la révolte vient de la noblesse de robe, ou la noblesse parlementaire, et un peu plus tard aussi, il va y avoir la deuxième partie de la Fronde, qui s'appelle la Fronde des Princes, qui elle est menée par l'aristocratie, la vieille noblesse d'épée. Alors cette révolte, elle n'est pas dirigée contre le roi, mais elle est clairement dirigée contre Mazarin et la manière dont il cherche à renforcer le pouvoir royal. Tout d'abord, il augmente considérablement les impôts, mais aussi il essaie de faire tomber certains vieux privilèges de la noblesse, et il met doucement sur la touche donc une partie de la noblesse. Entre-temps, le 7 septembre 1651 a été officialisée la majorité du roi. À cette époque, pour être majeur et roi, il suffit d'avoir 13 ans. Alors je sais pas si toi, tu t'imagines roi à 13 ans, est-ce que tu t'imagines prendre des décisions pour tout un pays et les annoncer, avoir des discussions très sérieuses face à plein d'adultes ? Bon, en tout cas, sa majorité, elle est entérinée par le Parlement de Paris durant ce qu'on appelle un lit de justice. Et là, la gravure qu'il y a, c'est justement la gravure d'un lit de justice qui se tient au Parlement de Paris. Donc, un lit de justice, c'est une session parlementaire avec le roi. À partir de ce moment-là, comme on a reconnu la majorité royale, sa mère n'est plus régente. Mais évidemment, elle conserve un rôle important de conseiller. Donc on pourrait se dire, avec cette majorité royale, il n'y a trop rien de nouveau sous le soleil, puisque c'est toujours les mêmes personnes qui sont au pouvoir. Mais en fait, la majorité royale, elle reste quand même une date importante. Parce que, officiellement, Louis a tous les pouvoirs. Le roi Louis XIV, comme il s'était promis, depuis la mort de Louis XIII, le roi Louis XIV a bien pris les rênes du pouvoir. Et donc, certes, c'est vrai, cette majorité, elle va pas régler la Fronde, mais certains des nobles qui s'étaient rangés du côté des frondeurs, tout en n'étant pas eux-mêmes extrémistes, ils vont re-rentrer dans le rang auprès du roi à partir de la majorité.
Et ainsi, un témoin de l'époque, qui s'appelle Bussy-Rabutin, a rapporté dans ses mémoires « Le roi ayant été déclaré majeur, même le prince de Condé ne trouva plus de sûreté pour lui à Paris. Il se retira à Saint-Maur et de là à Montrond. » En même temps, donc il n'y a pas que le prince de Condé qui n'est pas là ce jour-là. Mazarin non plus n'a pas pu être là. Il n'est pas présent, tout simplement parce qu'il il est en exil au moment de la majorité, à cause bien à cause de la Fronde. Hein. Mais il va être rappelé par le roi 3 mois plus tard, dès décembre 1651. Et, une fois passé la Fronde, vint enfin le sacre officiel, le 7 juin 1654. Le roi a presque 13 ans. 16 ans, pardon, presque 16 ans. Là, tu vois son onction dans la cathédrale de Reims par l'évêque de Soissons. Il est enfin le roi béni par l'Église aux yeux de tous. Et Mazarin est toujours le Premier ministre. Il y a un petit détail, tiens, que je te fais remarquer sur la gravure. Dans le bas, tu vois, il y a une petite note. Donc, Louis XIV dit Dieudonné. Et dans la première vidéo, dans l'épisode 1, je faisais remarquer que Dieudonné, qui est parfois présenté comme étant le prénom de Louis XIV, n'est bien qu'un surnom. Et ce document, ce document va bien dans ce sens-là, que c'était qu'un surnom. Donc, on disait que Mazarin était bien toujours son Premier ministre. Ça, évidemment, va changer à partir de la mort de Mazarin, qui a lieu le 9 mars 1661. Le roi a presque 23 ans. Dans les jours qui suivent, le roi va déclarer à son conseil d'en haut, qui est un peu comme un conseil des ministres, « Jusqu'à présent, j'ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par feu monsieur le cardinal. Il est temps que je les gouverne moi-même. Vous m'aiderez de vos conseils quand je vous les demanderai. » Ainsi, c'en est fini des premiers ministres pour Louis XIV. C'est lui qui dirigera directement jusqu'à sa mort 54 ans plus tard. Même s'il est vrai que son ministre des Finances, Colbert, aura un poids considérable. Donc passons maintenant à des dates plus personnelles. Bien que quand on est roi, évidemment, le personnel se mêle toujours à la politique. Commençons par le mariage avec Marie-Thérèse d'Autriche, qu'on voit ici. Marie-Thérèse d'Autriche, donc il l'a épousée le 9 juin 1660, alors que Louis XIV a presque 22 ans. Cela se passe à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque. Ce mariage fait suite au traité des Pyrénées signé en 1659, qui a clos une longue guerre contre les Habsbourg, qui régnaient sur l'Espagne et le Saint-Empire romain germanique. Guerre qui s'était finie à l'avantage de la France. Alors Marie-Thérèse, bien qu'étant une Habsbourg, elle est quand même la double cousine germaine de Louis XIV. C'est-à-dire que le père de Louis XIV est le frère de la mère de Marie-Thérèse et la mère de Louis XIV est la sœur du père de Marie-Thérèse. Donc, on reste quand même bien en famille. Alors, soulagement pour la famille royale, dès le 1er novembre 1661, naît un héritier mâle, Louis de France, qu'on appellera aussi le Grand Dauphin ou Monseigneur. Sur ce tableau-là, il doit avoir à peu près 4 ans. 1661, c'est la même année que Louis XIV décide de commencer les grands travaux au château de Versailles. Alors le château de Versailles, on n'a même pas besoin de le présenter, c'est vraiment très clairement le château de Louis XIV. Ça a été son œuvre. Donc, il annonce en 1678 que la cour et le gouvernement y déménageront, ce qui arrivera en 1682. Ça a été un sacré chantier. 3 ans après l'emménagement de la cour, donc en 1685, il y avait encore plus de 36 000 ouvriers qui y travaillaient. Malheureusement, Marie-Thérèse d'Autriche, qui décède en 1683, n'y habitera pas longtemps. Et quelques mois après le décès de Marie-Thérèse, le roi va épouser en secret Madame de Maintenon. On ne sait pas exactement quand,
puisque c'était secret. Le plus probable est le 9 ou le 10 octobre 1683. Il a 45 ans, le roi. Et c'est une sacrée trajectoire pour Madame de Maintenon, qui vient, elle, vraiment de la petite noblesse. Hein. Elle s'est fait remarquer auprès du roi. Alors là, écoute bien. Elle s'est fait remarquer parce qu'elle était l'éducatrice des enfants. De quels enfants? Des enfants que Louis XIV a eus non pas avec sa femme Marie-Thérèse, mais avec Madame de Montespan, qui était sa favorite de l'époque. C'est quand même incroyable, non? Madame de Maintenon, bien qu'ayant épousé le roi, n'a jamais eu le statut officiel de reine. Enfin, au total, hein, quelle santé de fer, ce Louis XIV. Il a survécu à des maux incroyables. Il a même survécu, ce qui pourrait quand même le faire remarquer, à ses médecins, ce qui pour l'époque était une sacrée performance. On a vraiment cru qu'il allait mourir plusieurs fois. Hein. Alors, quelques exemples. Il a eu la petite vérole en 1647, ça faisait des victimes, des milliers de victimes quand il y avait une épidémie. Beaucoup de gens mouraient à cause de cette maladie. Il a eu la fièvre typhoïde en 1658. Ah oui, en 1685, donc un truc assez vraiment très gore, on va dire. On lui a cautérisé la mâchoire supérieure. Alors qu'est-ce que ça voulait dire? Il avait un espèce de trou dans la mâchoire supérieure, on lui avait retiré presque toutes ses dents, bref. Il y avait un trou entre sa mâchoire et le nez, et il fallait fermer tout ça. On lui a mis un fer rouge, brûlant quoi, rouge, 14 fois dans la bouche. Donc, bon, c'était vraiment... Enfin, j'ose à peine imaginer la douleur qu'il a subie. Et autre chose, il a eu ce qu'on a appelé la grande opération, une opération de la fistule anale en 1686. Alors, opération sans anesthésie, là aussi, je ne sais pas comment il gérait la douleur. Donc vraiment, une santé de fer. En conclusion, puisqu'il s'agissait d'une vidéo sur les 72 ans de règne de Louis XIV, regardons ensemble un découpage de ces 72 ans. 72 ans sur le trône de 1643 à 1715, qui a commencé avec la régence de sa mère pendant 8 ans, puis Louis XIV va gouverner pendant 10 ans avec Mazarin comme Premier ministre, c'est-à-dire de ses 3 ans à ses 23 ans. Et là, là on arrive au cœur de son règne, quand il va gouverner sans Premier ministre pendant 54 ans, jusqu'à sa mort. Alors j'aime bien terminer les vidéos avec des activités que tu peux faire en famille, parce que c'est toujours plus rigolo de faire des activités à plusieurs. Donc là je me base sur le fameux tableau de Rigaud, qu'on avait montré dans la vidéo numéro 1. Donc, je te suggère de prendre tes crayons. Tu t'imagines en Louis XIV, façon portrait d'Hyacinthe Rigaud. Même posture, vas-y, hein, carrément, un air majestueux. Mais toi, qu'est-ce que t'aimerais bien porter? Comment est-ce que tu serais coiffé? C'est le moment d'être un peu fou, voilà, soit extravagant. Il y a une deuxième activité qui serait vraiment très différente. Donc, elle est basée, elle, sur la chronologie qu'on a montée pendant ces 2 vidéos. Tu vois, là, sur cette image, en fait, j'ai vraiment fait une chronologie, j'allais dire, sur le papier, de toutes les dates que je t'ai présentées. Donc, en suivant ce même principe, toi, tu vas faire une mini-chronologie. Tu choisis les événements qui t'ont le plus inspiré, qui t'ont surpris, qui t'ont fait dire « Ah oui, là, j'ai vraiment appris quelque chose ». Donc, prends 3 dates ou plus. Tu vas trouver tes propres illustrations sur le web. Bon, tu pourrais dessiner des choses aussi, mais sinon, si tu vas sur le web, tu choisis un moteur de recherche, par exemple Google ou Bing, et tu cliques en haut à gauche sur le mot « Image ». Là, tu vas pouvoir trouver plein de photos, de tableaux, et puis tu peux les sauver pour créer un format électronique, un document, ou bien tu peux même le faire sur le papier directement. Et puis tu colles, tu découpes et tu colles les images. Alors là, tu vois, la chronologie, je l'ai faite sur un axe vertical, de bas en haut. Et là, je te donne un deuxième exemple de chronologie qui, elle, est faite sur un axe horizontal de gauche à droite. Et c'est un exemple sur le compositeur favori de Louis XIV, qui s'appelait Jean-Baptiste Lully. J'ai trouvé sur cette chronologie sur le livrescolaire.fr. J'espère que tu as passé un bon moment avec cette vidéo. Je te remercie beaucoup de ton attention et on se retrouve au prochain épisode des enfants de l'histoire. Au revoir!